Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume de Goulet et l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Cette semaine, petite entorse à notre régime habituel. On ne parlera pas de NBA, non messieurs, mais de Pro B. Et oui, la deuxième division française, dont la 4e journée a lieu ce soir d'ailleurs, recèle quelques pépites, dont le Paris Basket qui jouera contre Nancy, dimanche en fin d'après-midi. Alors pourquoi Paris, me diriez-vous, alors qu'on pourrait parler des Lakers, des Knicks ou des Suns ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un gros projet qui est porté par un ancien boss des Minnesota Timberwolves, David Kahn. Et ce David Kahn, il veut bâtir une équipe d'Euroleague à Paris à l'horizon 2022. C'est à la fois, vous me direz, proche et lointain, surtout dans un contexte, les sports collectifs dans la capitale, où le débat se résume actuellement au Qatar ou au désert. On reviendra aussi sur la récente nomination de Boris Dio en équipe de France. Le deuxième meilleur basketteur français de l'histoire intégrera en effet le staff des Bleus en janvier prochain, au poste de manager général adjoint, au-dessus de Vincent Collet donc. Et forcément, cela interpelle et cela soulève quelques interrogations. Pour débattre de tous ces sujets passionnants, j'ai réuni autour de moi un trio inédit de passionnés cette saison avec Yann Onona qui a interrompu ses vacances car il avait beaucoup de choses à dire et sur Paris et sur Boris. Bonjour Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Le très assidu Arnaud Lecomte, salut Nono. Toujours là. Bonjour. Et Gaëtan Scherer, bon désolé, c'est pas encore cette semaine qu'on parlera des Phoenix Suns, mais promis on va bien y arriver avant la fin de la saison. Salut Gaëtan. J'y crois. Bonjour à tous. Voilà, vous connaissez le casting, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Et on attaque d'entrée avec ce fameux projet parisien. Alors, je vous disais tout à l'heure en introduction, David Kahn, un Américain qui a commencé sa carrière comme journaliste à Portland, qui ensuite a travaillé avec les Pacers pendant quelques années, qui a pris la tête des Minnesota Timberwolves, c'était entre 2009 je crois et 2013, c'est ça exactement, et qui veut bâtir une équipe taillée Euroleague à l'horizon 2022. Alors messieurs, est-ce que c'est un projet déjà qui vous excite ? C'est un projet qui vous semble réaliste ? Et est-ce que peut vraiment penser que Paris sera une place forte du basket dans les 2-3 années à venir, sachant l'historique, le poids historique. Paris n'a plus été sacré champion de France depuis 1997, et l'histoire elle est extrêmement compliquée dans la capitale avec le basket en général. Vaste débat, oui, il y a beaucoup d'excitation. Pour l'instant, on la ressent pas forcément tout de suite. En Pro B, mais il n'y a pas encore non. eu un match à domicile. Donc le premier a lieu dimanche contre Nancy en Pro B. Donc c'est difficile d'être excité pour le moment. Bon, après, sur l'idée générale sur le futur tel qu'il devrait se dessiner à Paris, on est un peu excité parce que ça fait quand même 20 ans qu'on attend un titre de champion de France, mais au-delà de ça, ça fait depuis toujours qu'on attend une équipe de dimension européenne. Et Paris est la seule capitale d'Europe, en tout cas la seule capitale des pays qui sont vraiment des pays de basket, ou en tout cas où le basket a une ligue professionnelle, etc., qui n'a pas la seule capitale européenne qui n'a pas d'équipe de très haut niveau. Donc c'est un vrai souci. Après, je me permets de te couper parce que j'ai remonté un petit peu l'histoire du club parisien. En 2007, au moment de la fusion entre Paris et Levallois, les deux maires d'alors, messieurs Balkany et Delanoë, avaient fait un grand communiqué annonçant le lancement d'un club à horizon Euroleague 3 ans plus tard. J'y arrive doucement. Est-ce qu'on peut y croire ? Non, mais je pense que le vrai changement, la vraie nouveauté, c'est qu'il y a un projet de salle. Le grand problème du basket à Paris, des sports de salle d'une manière générale à Paris, c'est de ne pas avoir d'outils dignes de notre époque, c'est-à-dire dignes du sport business. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a Bercy, Accor Arena, Hôtel Accor Arena. Oui, Accor Hôtel, c'est dans le bon ordre. Il y a eu un problème de désordre dans l'ensemble à Paris. Et voilà, il y a Bercy qui fait plus de sport ou très peu de sport aujourd'hui, même si cette semaine il y a le tournoi de tennis, mais il n'y a pas de club résident à Bercy. Et après, c'est Coubertin qui est occupé aujourd'hui à 100% par le handball, qui est une vieille salle magnifique, voilà, mais qui n'est plus du tout adaptée au business d'aujourd'hui et rien d'autre. Donc gros problème, c'est que tout ça c'est bien, il y a eu beaucoup d'opérateurs qui ont promis de faire du basket de haut niveau à Paris, mais qui sont toujours à heurter à cette question de la salle qui est la fondation pour essayer de bâtir un grand club. Là, il y a
une salle qui va sortir de terre, porte de la Chapelle, au nord de Paris, courant 2023, peut-être 2022. Bon, on n'a pas les dates exactes, peut-être 2024, mais qui est prévu pour les Jeux Olympiques. C'est un site olympique où auront lieu des épreuves de badminton, aux dernières nouvelles, me semble-t-il. Donc, cette salle existera, elle fera 7500 places. C'est l'outil intermédiaire entre Bercy et Coubertin, idéal pour bâtir un club de basket et probablement de volley d'ailleurs, puisque je crois que c'est un peu le projet aussi du volley dont vous avez parlé récemment dans nos colonnes, Guillaume. Donc, je crois que la base, c'est ça d'abord et avant tout. Et ça, c'était automatique, c'était indispensable, c'était la condition sine qua non pour bâtir quelque chose. Après, vont-ils y arriver ? Je ne sais pas, personne ne le sait aujourd'hui, mais en tout cas, la base y est, donc on a tout le droit d'y rêver. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au moins il y a cette cohérence-là avec les Jeux 2024, avec cet horizon-là qui s'annonce. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la façon dont ce club parisien il s'est construit et de la manière dont il est arrivé en Pro B, parce que c'est un club de N2 dont les droits ont été rachetés à Hier-Toulon. Et c'est comme ça que le Paris Basket est né. C'était juste le Hier-Toulon de l'an passé qui s'est retrouvé en Pro B à la suite de la descente sportive. Voilà, à la suite de la descente sportive, mais à la suite d'un rachat de droits. Mais c'est vrai qu'il y a cette cohérence-là avec les Jeux 2024 qui arrivent, avec cette salle qui devrait arriver, qui au moins a le mérite d'être présente. Voilà. Yann, je sais que tu as travaillé sur le dossier. Il y aura d'ailleurs un grand dossier dans l'équipe ce lundi pour revenir là-dessus, notamment sur ce premier match. Gaëtan dit, voilà, il y a l'outil qui arrive, mais l'outil va falloir patienter, il va falloir tenir 3-4 ans avant de pouvoir l'investir pleinement. Exactement, et c'est ce qui explique justement la stratégie sportive de ce nouveau Paris Basket, à savoir qu'ils ont décidé de s'installer en Pro B, et vous le voyez dès cette année, ils veulent pas monter en Pro A cette année. Je pense que quasiment ça les embêterait de faire une trop bonne saison. Je sais pas si on peut dire ça, mais ils ont donc un budget intermédiaire, je crois autour de 2,5 ou 2,7 millions d'euros, c'est-à-dire qu'ils sont dans le premier tiers ou le début du deuxième tiers de la Pro B, et l'objectif c'est de se maintenir tranquillement, de créer une culture et de traîner un peu comme ça dans l'antichambre pendant que le club construit un peu ses structures, ses infrastructures, puisqu'aujourd'hui, le club est totalement éclaté. Il joue à Carpentier son premier match ce week-end, mais il s'entraîne dans l'Est à Noisy-le-Grand. En Leaders Cup de Pro B, ils ont joué à Rueil et à Cergy-Pontoise. Donc c'est dire où ils en sont aujourd'hui. David Kahn, qu'on a rencontré au début de l'été, nous expliquait qu'ils n'avaient même pas de page blanche. On dit souvent qu'on part d'une page blanche. Ils disaient, nous, on n'avait même pas la page blanche. On part de rien. Il faut inventer la couleur des maillots, le logo. Ils sont vraiment partis de zéro. Et aujourd'hui, ils espèrent comme ça, traîner un peu et monter en Pro A, monter en puissance un peu plus tard, notamment quand il y a la certitude d'avoir cette salle. Parce que tant qu'il n'y a pas cette salle, il n'y aura pas moyen de générer énormément d'argent ou assez d'argent pour pouvoir continuer à grandir sans risquer de perdre de l'argent. Et donc le business model de ce club dépend de ça. Il y a un élément justement qui est intéressant dans tout ça, c'est que ils veulent pas monter tout de suite dans l'élite parce que ce n'est pas dans le parcours prévu pour le développement de ce club, parce que ça irait trop vite certainement, parce que pour l'instant, donc effectivement en termes de structure, rien n'est tout à fait prêt, mais il faut pas non plus qu'ils descendent, et c'est aussi ça le risque de cette saison en Pro B, c'est que on sait très bien que la Pro B c'est très compliqué, que on peut très rapidement, malgré un petit budget, malgré un effectif, on peut rapidement se retrouver dans une spirale très négative, et on n'est pas à l'abri de descendre en national. Et là, ce serait un énorme coup d'arrêt, voire une catastrophe pour le développement de ce club, que de devoir repartir d'un échelon plus bas. Donc il y a toujours ce risque. Pour le moment, rien ne dit que ce Paris Basketball-là, puisqu'il faut l'appeler comme ça, Paris Basketball, ils sont très insistants sur ce sujet-là, les gens du club, c'est le nom du club. Il leur faut absolument se maintenir, et c'est pas gagné parce que ils ont très mal débuté la saison. Pour l'instant, il y a toujours pas eu de match à domicile. On va voir le premier, la contre Nancy, qui est probablement l'équipe la plus huppée de la Pro B. Donc faut pas rêver. Ils vont avoir beaucoup de mal sportivement les premières semaines en tout cas. Alors ont-ils les moyens sportifs de se maintenir? J'en sais rien. C'est très difficile à dire. Probablement
probablement quand même, mais voilà, le droit à l'erreur, il n'existe pas quand même. Et ça, c'est très particulier parce qu'il y a peu de clubs qui s'engagent dans une saison comme ça. Alors, sauf ceux qui mettent vraiment beaucoup de moyens pour y arriver, mais eux, en même temps, ils n'ont pas mis beaucoup de moyens. Donc, c'est effectivement, trouver le bon équilibre va être compliqué. Et puis, il y a quand même un gap énorme entre ce que présente David Kahn au lancement du projet, où tu parles tout de suite d'Euroleague, de présence sur la scène européenne, ce qui est normal sans doute dans les discours et la présentation d'un tel projet. C'est quand même le projet d'un grand club de basket à Paris, dans la capitale française, qui est pas rien. Donc c'est normal qu'il présente ça. Et puis d'un autre côté, on est quand même en train de parler d'un club qui doit se maintenir en Pro B pour ne serait-ce que poser la première pierre de cet édifice immense. Ouais, c'est le grand écart. Donc c'est ça, ce grand écart qui va être compliqué à gérer. Je trouve que pour l'instant, le coach, dans ses discours, Jean-Christophe Prat, il le fait bien. C'est-à-dire qu'il est mesuré. Et lui, quand il parle des objectifs de son club, la première chose, c'est ne pas descendre. Rester en Pro B, c'est ça qui compte. Et je pense que c'est important justement de dire un mot de Jean-Christophe Prat parce que c'est le symbole je pense, de la bonne démarche, en tout cas qui a été faite par le club. Je pense qu'ils ont pris plusieurs bonnes personnes et Jean-Christophe Prat va être l'un des éléments clés puisque c'est un coach formateur dont on parle beaucoup chaque année pour reprendre des clubs de l'élite et qui à chaque fois en fait se fait passer devant par d'autres coachs. Je pense que c'est la personne idoine. C'est lui qui a notamment découvert Yacouba Ouattara quand il était à Denain et qui a fait sortir énormément de jeunes joueurs. Donc c'est la bonne personne pour aller scouter, recruter, faire grandir des jeunes assez vite. Ça c'est pas mal. Et l'autre cheville ouvrière du club, c'est donc Romuald Coustre qui est le directeur opérationnel des opérations basket. Je sais pas quel est son titre exact, un peu pompeux pour le niveau du club actuel, mais néanmoins c'est l'ancien général manager de Gravelines qui avait fait de très bonnes choses à Gravelines et donc qui gère un peu tout le côté organisationnel du club et logistique aujourd'hui. Donc c'est bon, c'est quand même le signe, c'est quand même un signe qui positif. Et il faut ajouter à cela que David Kahn, que j'ai croisé lors du Media Day organisé par le club à la Halle Carpentier, David Kahn m'a indiqué que si jamais il y avait des soucis, ils n'hésiteraient pas en cours de saison à sortir le carnet de chèques pour recruter lourd s'ils avaient besoin de donner un coup de booster à l'équipe. David Kahn, puisque tu en parles justement, on peut peut-être juste dire un mot sur ce personnage. Qui est-il ? Il est quand même parti de Minnesota avec une image très abîmée. Aux États-Unis, c'est pas le manager qui a laissé la meilleure trace sur sa franchise. Il y a même un suiveur des Wolves. Là, je regardais un peu, je suivais un peu les papiers qui ont été faits après son départ, qui en parlait comme du pire manager qui a jamais été en poste en NBA. C'est quelqu'un en fait qui a surtout été connu. Et tu sais pourquoi hein. Bah oui, parce que pourquoi ou pas on peut raconter l'histoire. Bien sûr, qu'il faut la raconter. À la draft 2009, les Wolves, ils ont deux choix, ils ont le 5e et le 6e. Ils choisissent de sélectionner Ricky Rubio, une pépite espagnole qui aujourd'hui est un joueur très solide à Utah. En 6e choix, ils décident de sélectionner Johnny Flynn, dont aujourd'hui on n'a absolument aucune nouvelle parce qu'il a quitté la NBA il y a déjà 4 saisons. On l'a vu dernièrement en Italie, mais on n'a absolument plus aucune nouvelle de lui. Et le 7e choix, il s'avère que c'est Stephen Curry. Donc David Kahn restera à jamais l'homme qui a raté Stephen Curry. Et il a choisi Johnny Flynn, qui effectivement n'existe plus dans les radars aujourd'hui. Et ça, je pense que ça lui colle un peu maintenant aux fesses, si je puis dire, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et que David Kahn aux États-Unis a une très très mauvaise image. En France, elle est un petit peu moins mauvaise parce que le personnage est pas très connu. Bon, après, on va pas non plus lui faire le procès d'incompétence aussi rapidement, aussi facilement. On à lui de faire ses preuves. De toute façon, par définition, une personnalité étrangère qui veut s'occuper de sport à Paris ou en France de manière générale, elle est scrutée de partout. Donc évidemment, il sera jugé à l'aune de la progression et du développement de ce club. Donc on va pas lui faire de mauvais procès tout de suite. On est tous à peu près d'accord, Yann le disait tout à l'heure, pour estimer que le casting du
club pour l'instant est plutôt pas mal, paraît solide. Il s'est plutôt bien entouré. Il a plutôt une bonne attitude. Moi, pour avoir assisté à une ou deux conférences de presse, j'ai trouvé son attitude extrêmement respectueuse du basket français. C'est pas quelqu'un qui arrive en disant c'est moi que là je vais tout révolutionner, c'est moi qui vais faire de Paris une grande équipe de basket européenne. Donc honnêtement, pour l'instant, il y a eu très peu d'erreurs, très peu de fausses notes. Donc voilà, mais c'est encore tout neuf. Ils ont tout approuvé, donc effectivement, il sera quand même assez attendu, ce monsieur. Pour terminer pour clore plutôt ce dossier parisien, j'aurais une dernière question moi à vous poser. Paris en Pro B, c'est bien, mais il y a déjà 2 clubs franciliens qui sont concurrents, qui évoluent en JP Elite. Levallois et Nanterre. La question est simple, est-ce qu'il y a la place pour un club parisien, sachant que Levallois et Nanterre, Levallois a longtemps été associé à Paris, on l'a dit tout à l'heure, Levallois et Nanterre, ont aussi envie d'avoir l'étiquette de club parisien un petit peu sur les épaules. Yann ? C'est une vaste question. Chacun a essayé de nouer des partenariats de son côté, de draguer l'Euroleague. Mais l'Île-de-France reste quand même, je pense, le bassin où il y a le plus de talent en France, en tout cas au niveau basket. Je vois pas ce qui empêcherait un 3e club d'exister. Et surtout, j'ai du mal à voir ce qui peut surpasser le simple nom, en fait, la simple marque Paris par rapport à Levallois ou Nanterre. Je pense que c'est pas la même chose symboliquement. Je pense que ça peut faire, ça peut aller plus haut, plus loin, je pense. Et encore une fois, le problème de la salle, j'y reviens, mais il est fondamental. Et aujourd'hui, quand on a un projet de salle de 7500 places olympiques avec éventuellement Bercy pour voir plus haut, c'est difficile d'imaginer que Levallois, qui va partir à Boulogne tôt ou tard avec un projet de salle, mais beaucoup plus petite, autour de 5000 places, et Nanterre aujourd'hui qui se contente d'une salle qui doit faire un petit 3000, ouais. Même s'il y a l'aréna du rugby pas très loin, qui est dans une dimension encore différente. C'est difficile d'imaginer le Valois-Boulogne et Nanterre rivaliser en termes d'ambition européenne. Or, c'est bien là tout l'enjeu, tout le débat autour du basket à Paris ou dans le Grand Paris, quoi. C'est d'avoir une équipe qui joue les premiers rôles en Euroleague. Et il est évident qu'il n'y en aura pas 3 en Euroleague. S'il y en a une, ce sera formidable. Et puis avec l'Asvel, ça ferait 2 équipes françaises, voire 3 avec Strasbourg. Mais enfin là, on extrapole un peu. Mais c'est sûr que Levallois, Boulogne ou Nanterre, pour l'instant, je ne pense pas qu'ils boxent dans la même catégorie que ce Paris Basketball qui est encore en Pro B et qui a encore tout à prouver. On est d'accord. Alors lui, il n'a pas porté le maillot de Paris-Levallois, il a porté le maillot juste de Levallois, c'était la saison dernière, il a 36 ans, 247 sélections en équipe de France, dont il était capitaine un sacré paquet de fois, quelques médailles, et je veux évidemment parler de Boris Dio. Boris Dio, c'est 14 ans en NBA, pas mal de balades en bateau depuis quelques mois, et donc ce nouveau rôle que la fédération, que Jean-Pierre Sutia, le président de la FFBB, lui a octroyé, lui a décerné manager général adjoint, détaché pour superviser l'équipe de France, détaché pour être dans le relationnel avec les franchises NBA, les universités NCAA, un petit peu de ce que faisait autrefois Crawford Palmer. Mais on a quand même du mal à penser que Boris Dio va se contenter de ça. Il présente quand même un poids autre que celui de Crawford Palmer, ne serait-ce que son expérience. Quelle va être exactement sa mission auprès de Vincent Collet ? On rappelle qu'il va prendre donc ses fonctions en janvier prochain. Il sera aussi présent à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas lui le nouveau taulier de l'équipe de France ? Ça l'est pas encore, mais ça va le devenir, c'est évident. Jean-Pierre Suta, le président de la fédération, l'a un peu indiqué la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, lorsqu'il a nommé Boris Dio manager général adjoint. Il va remplacer Patrick Bisley, qui est actuel manager général, après les Jeux de Tokyo, si la France, bien entendu, s'y qualifie. Mais dès 2020, Boris Dio sera véritablement le manager général, semble-t-il, de l'équipe de France, qui veut dire qu'effectivement, il en sera le boss d'une manière absolue.
Jean-Pierre Suta, pour l'avoir interrogé sur cette question-là, m'a laissé entendre qu'il ferait partie du comité de sélection de l'entraîneur, qui remplacera tôt ou tard Vincent Collet, avec 2 ou 3 autres personnes. Mais on peut penser que Boris Dio aura un poids, c'est le cas de le dire, extrêmement important sur cette décision-là, parce que c'est quelqu'un qui pèse très lourd sur le plan des compétences, de son parcours en sélection, de ses compétences, de sa personnalité, etc. Donc oui, ce sera évidemment le boss de l'équipe de France. Ce sera quelque part aussi à lui de définir son implication, parce qu'on sait que Boris Dio est parti, il l'a dit à l'Équipe Magazine il y a quelques semaines, il est parti pour faire beaucoup de bateaux de plaisance pendant une dizaine d'années, semble-t-il. Alors voilà, à lui de définir quelque part son implication, mais je pense qu'il a carte blanche de la fédération. Évidemment, il a carte blanche. Et c'est plaisant, Gaëtan, justement, de retrouver Boris Dio, qui a été capitaine pendant longtemps, qui était, entre guillemets, sous les ordres de Vincent Collet, ou en tout cas très proche de Vincent Collet, dans un poste un petit peu différent, cette fois légèrement au-dessus, si on raisonne uniquement en termes de hiérarchie. C'est vrai que Boris Dio est la personnalité forte du basket français avec Tony Parker de ces 15-20 dernières années, donc c'est évidemment un bonheur, et puis c'est une personnalité quand même à part, toujours très amène, toujours très intéressante. C'est un personnage aussi, Boris Dio, donc évidemment c'est très agréable de le voir rester, disons, dans le giron équipe de France par cette fenêtre, quoi, celle de relation entre les joueurs, donc l'équipe de France et les joueurs Euroleague, et entre l'équipe de France et les joueurs NBA. Il va pouvoir rentabiliser comme ça ses voyages en bateau, si on peut le voir comme ça. Et c'est un rôle, surtout, je pense, dont l'équipe de France avait besoin. Parce que combien de fois on a entendu ces dernières années des joueurs qui étaient aux États-Unis, alors souvent dans des situations un peu difficiles, quand ils étaient souvent blessés ou qu'on les voyait un peu moins, et qui disaient en fait j'ai juste pas eu de contact. Souvent on se demande, quand on suit un peu le basket de l'extérieur, comment ça se passe, comment est-ce qu'ils reçoivent des sollicitations de la part de l'équipe de France, de l'équipe nationale, comment est-ce que les liens se tentent pendant, on va dire, la saison normale, régulière, NBA ou Euroleague. Et il y a des joueurs, ils disaient juste on n'en a pas. Et donc je pense que c'était quelque chose dont l'équipe de France avait besoin, et Boris Dio est la personnalité parfaite pour ça. C'est quelqu'un qui a passé maintenant ces 15 dernières années en NBA, qui connaît très bien le fonctionnement de ces championnats-là, qu'il le dit lui-même, quand j'entre dans une salle, les gens me sourient et les gens m'apprécient. C'est une personnalité qui a fait l'unanimité partout où il est passé. Donc c'est une bonne première étape, je pense, dans la montée de Boris Dio dans la hiérarchie de la Fédé. Yann, ce sera compliqué de dire à Boris Dio, quand il viendra vous voir, je peux pas, ma franchise veut pas me libérer, là, il faut que je bosse dur cet été pour gagner une place de starter la saison prochaine. Quand Boris viendra lui poser la main sur l'épaule en lui disant écoute, t'es gentil, mais si t'as envie de venir, tu viens vraiment, il pourra pas s'échapper là. Surtout qu'il va vous offrir un café avec ça, donc comment faire. Donc non, moi je pense que ce sera effectivement très dur de dire non, autant pour les joueurs que pour les general managers, parce qu'ils connaissent ce monde, et je crois qu'il est important de préciser le rôle actuel, le rôle dernièrement de Boris Dio dans l'équipe de France. Je pense qu'il avait déjà un semi-rôle pas de manager général, mais bon, il était consulté par Vincent Collet au même titre que Tony Parker à l'époque où il faisait des sélections, il faisait venir des joueurs. Ça n'a jamais été dit comme ça, mais on sait, Vincent Collet a déjà admis qu'il y avait des discussions, qu'il consultait son capitaine, qu'il consultait Tony Parker pour avoir leur avis sur est-ce que ça vaut le coup qu'un tel vienne, ou comment vous jouez, comment les uns jouent avec les autres, quelles sont les meilleures associations. Quand on se baladait avec l'équipe de France dernièrement, on voyait systématiquement Boris Dio organiser tout. C'était un peu le géo des colonies de vacances de l'équipe de France. Donc il organisait les parties de cartes. Dès qu'il y avait une sortie à faire, il inventait des trucs. On va visiter une cave à vin, on va dans une grotte. À l'entraînement, c'est lui qui fait le lien entre les uns et les autres. Il est incontournable en fait, incontournable. Donc il me paraît évident que si la fédération n'avait pas réagi, ne l'avait pas conservé dans son giron immédiatement, ça aurait été très très pénalisant. Sur le plan basket à l'intérieur du groupe, sur le terrain, hors terrain, sur beaucoup d'éléments. Et puis il l'a dit lui-même d'ailleurs, justement dans son interview à l'équipe Mag là, de la fin de l'été,
où il disait que lui, il ne comprenait pas le discours des joueurs NBA qui disaient « mais ma franchise, elle me retient, je ne peux pas venir en équipe de France ». On a l'impression, bon, sans doute qu'à ce moment, il savait déjà qu'il allait tenir ce rôle, mais il a déjà commencé à donner de sa nouvelle stature en disant en gros, les cocos, si on vous convoque, vous venez parce que vous ne pouvez pas dire non. Rien qu'en présentant ça, à la lumière de ce nouveau rôle, je trouve que cette déclaration est très forte parce qu'elle donne un peu le ton pour les années à venir. Moi, la vraie question que je me pose, c'est quelle va être son implication directe l'année prochaine à la Coupe du Monde et surtout en amont de la Coupe du Monde pendant la préparation au mois d'août 2019. Est-ce qu'il va être vraiment 100% avec l'équipe de France? Parce que c'est un peu ce qu'avait laissé entendre Jean-Pierre Suta dernièrement. Est-ce qu'il sera au quotidien avec eux sur toute la préparation, sur une partie de la préparation? Est-ce qu'il fera des allers-retours avec son bateau, avec ses obligations business, extrasportives ou simplement oisives, puisque il l'a dit lui-même, maintenant il se sent vraiment totalement libre de faire un peu ce qu'il veut. Donc voilà, c'est cette question de compatibilité entre les nécessités quand même qui sont assez fortes de présence au quotidien auprès d'une équipe et puis sa disponibilité, son emploi du temps personnel. C'est la question que je me pose un peu à court terme. Voilà. Après, aller voir les franchises NBA ou les joueurs qui sont là-bas pour les sensibiliser à l'importance des compétitions à venir et tout ça, je pense que c'est pas très compliqué, ça prend pas un temps fou. C'est une question d'organisation simplement, et ça, là-dessus, on peut lui faire confiance. Voilà. Après, c'est effectivement la présence au quotidien. Je m'interroge. Est-ce que c'est quelque chose qui était prémédité, ça, ce basculement de Boris Dio? Voilà, j'arrête parce qu'on a eu le sentiment que il a pris sa retraite. Il n'avait pas vraiment décidé le moment. C'est arrivé très vite. Il a dit qu'il serait bien retourné à Phoenix quand même. Il avait contacté le propriétaire. Il a tenté. Voilà. Donc, je suis pas sûr que c'était totalement prémédité. Après, oui, je suppose que dans les longues soirées de préparation en équipe de France ces dernières années, que ce soit à l'Euro l'année dernière, en amont de l'Euro, plus les précédentes, je suppose qu'ils ont discuté de tout ça entre l'encadrement de la sélection et la fédération et Boris Dio. Je pense qu'effectivement, il y avait ce projet-là, était dans les têtes de tout le monde depuis un moment. Après, restait à voir comment ça se concrétiserait, etc. C'est ce qui a été décidé ces dernières semaines et qui a abouti à cette nomination de GM adjoint qui est juste une transition avant le départ programmé de Patrick Bisley. Donc effectivement, Boris Dio sera probablement GM plein et entier à partir de 2020. Voilà. Donc non, c'est évidemment prémédité, oui. Et il est important de préciser qu'on rompt avec une tradition et un reproche qui a souvent été fait à la Fédération française de ne pas impliquer assez ces anciens joueurs et ces légendes sur le terrain. Justement, cette légende, messieurs, on le sent, donc il va être investi pleinement, il va être associé forcément à une réflexion à la succession de Vincent Collet. Tu l'évoquais tout à l'heure, Arnaud. Ça a été dit clairement. Ouais. Ça a été dit clairement, ouais. Mais justement, pour qui est-ce qu'il va rouler, Boris Dio? Est-ce qu'on a déjà une idée de ça? Est-ce qu'il y a... Difficile à dire pour le moment, parce que on est tous d'accord pour dire que si Vincent Collet va effectuer une 10e, ça fait 10 ans maintenant, donc ça va faire une 12e campagne l'année prochaine. On est tous d'accord pour dire que s'il a été prolongé et maintenu, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas forcément de remplaçant évident, de successeur évident derrière lui. Donc il n'y en a pas davantage à ma connaissance aujourd'hui. Je ne sais pas si des successeurs vont se révéler dans les mois à venir. J'en suis pas convaincu, mais voilà. Après, Boris a peut-être une idée en tête. Peut-être qu'il a contacté des gens. Je ne pense pas. Moi, à mon avis, connaissant Boris, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Il est pas dans une logique de travailler vraiment en amont sur la suite. Pour l'instant, c'est pas d'actualité forcément, puisqu'on sait que Vincent Collet sera en place à la Coupe du Monde l'année prochaine
et très probablement au JO, mais surtout au TQO, parce que les JO sera difficile d'y aller directement après la Coupe du Monde. Il faudra passer par des TQO, des tournois de qualification en 2020, quelques semaines avant Tokyo, comme ça avait été le cas aux Philippines, rappelez-vous, avant l'édition 2016 des JO. Donc on peut penser que Vincent Collet sera en place jusqu'en juillet 2020 minimum, et puis qu'après 2020 il passera à la main. C'est je crois ce qui est un peu prévu. Donc voilà, c'est à ce moment-là que les choses se feront probablement. C'est encore un peu tôt à mon avis pour parler de tout ça. Ouais, même si on peut imaginer éventuellement un petit peu ce qui se fait en équipe de France de handball, par exemple, où les anciens internationaux ont arrêté de jouer puis sont basculés directement dans l'encadrement. Je pense par exemple à Didier Dinard, qui est glissé directement. Le fait que Boris, lui, en tant que joueur, glisse directement dans l'encadrement pourrait laisser à penser... Une chose est sûre, c'est qu'il a... Ce sera pas lui. Il a dit qu'il ne sera jamais coach. Voilà, ça c'est une chose importante à préciser. Ça peut bouger, hein. Si ça se trouve, il va se découvrir une vocation, mais je ne crois pas, honnêtement, connaissant le personnage, ça m'étonnerait qu'il décide tout d'un coup de devenir coach, même pour quelques semaines par an avec l'équipe nationale, surtout que maintenant il y a le système des fenêtres qui fait que vous êtes obligé d'être sur le pont à partir du mois de novembre, enfin quelques jours en novembre, quelques jours en février, etc. Ça ne correspond absolument pas à son fonctionnement à lui, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est un dossier comme le dossier parisien, d'ailleurs, qu'on suivra de très près. Boris Dio à la tête de l'équipe de France, c'est forcément, évidemment, toujours très excitant. Peut-être qu'il nommera Tony Parker comme entraîneur, sait-on jamais, je plaisante, bien évidemment. C'est pas totalement délirant, pourquoi pas. Maintenant, Tony Parker, lui, il a l'air de partir sur plutôt président. Un après carrière de dirigeant, d'exécutif, de propriétaire, comme c'est le cas à Lasvel. Donc, je suis pas sûr que ce soit non plus le client parfait pour prendre la suite de Vincent Collet. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Arnaud, Gaëtan, Yann, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Ciao, ciao. À plus.